troisième fois avec mon nouveau livre qui est tout nouveau, tout chaud. Il vient juste de sortir en librairie. Il s'appelle Scène criminelle, voilà. On va en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'il est très récent. Il est très récent. Quand on s'était vu à la foire du livre de Bruxelles, il était en gestation, ce livre. C'est vrai qu'on en avait parlé, c'est vrai qu'il est tout chaud, et c'est vrai que c'est ma première question, au-delà d'être ravi de t'accueillir ici. Comment est-ce que tu te sens depuis le lancement? Si je dis pas de bêtises, c'était le 13, donc c'est vraiment il y a quelques jours, une semaine, à peine. Toujours un peu angoissé parce que, si tu veux, on attend un petit peu le retour des lecteurs et on attend un petit peu. Voilà. Est-ce que les livres précédents sont en format poche? Demande Zutrezut. Alors, Questions sont euh, importantes, j'ai- n'hésitez pas. alors oui, j'ai mon exécution, là, le livre de 2022, qui est sorti en poche l'année dernière. Et ça a été un vrai bonheur parce que j'en ai vendu beaucoup, j'en vends beaucoup plus sur les salons, sur les foires, du fait qu'il soit en version poche. Déjà, il est moins cher et ensuite, il est plus facile d'accès. Et surtout, j'aime bien l'écriture de ce poche parce qu'il est en Times New Roman. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à lire un livre avec cette qualité-là que les livres qui sont parus en grand format, qui ne sont pas souvent en Times New Roman parce que ça prend trop de pages. C'est vrai que c'est pas la police préférée des éditeurs, si vous voulez les Oui, coulisses du monde des livres. c'est Mais dommage parce que moi, vraiment ma police préférée. J'adore lire en Times New Roman. Que souvent, bah, il s'est publié en Colibri ou en d'autres polices et elles sont moins accessibles pour le lecteur, je pense. Enfin, je parle de moi en particulier. Moi, je préfère lire en Times New Roman. Mais c'est vrai que les éditeurs la choisissent pas tellement parce que ça prend plus de pages. Donc les livres sont plus volumineux. Alors comme celui-ci, j'ai fait un effort particulier quand même. Il est beaucoup plus volumineux. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Frédéric. Il est plus volumineux que les autres. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit rappel à la fin du livre sur les précédentes aventures du commandant Chanel. Il y a un petit rappel sur l'exécution et il y a un petit rappel sur commandant François Chanel. Donc ça me fait plaisir parce que j'ai fait quelques petits salons là récemment, juste en même temps que le livre soit sorti en librairie, et j'ai été surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'achètent les trois en même temps. Alors ça me fait doubler ou tripler mes ventes, donc c'est bien. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir. au passage, je pensais que ta police préférée c'était celle du Bastion, comme quoi. Mais Ah, là, tu parles pas de la même police, tu on parles de la parle pas de police. la même police. On va en parler On juste après. Le va en temps parler. d'accueillir Christophe Tabar. Bienvenue à toi dans le chat, bienvenue à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose, avant de parler de ce livre dont vous voyez cette très belle couverture, Scène criminelle, on va regarder, si t'es d'accord, hein, Pascal, parce que je t'ai pas prévenu, est-ce qu'on regarderait pas la bande-annonce? Oui, c'est une petite bande-annonce en forme de clip qui dure 30 secondes et qui est très bien faite par M Plus Édition. Donc bravo M Plus Édition là-dessus. 32 secondes de bonheur. Au passage, dites-moi dans le chat si vous aimez voir les bandes annonces comme ça des livres ou si en général vous ne regardez pas. Ça m'intéresse beaucoup même. Pendant que je prépare tout ça, en vérité c'est déjà prêt. Si c'est pas beau. Allez, je vous mets le son. Je vais couper le jazz. Vous me rappelez de le rajouter après. Et je vous laisse profiter. Attention, ça va très vite. 32 secondes précisément. Net, efficace. On remet le jazz. Oui, je suis au taquet. Vous avez vu ça? Ce clip, comme tu l'appelles, ça fait quoi d'avoir une bande-annonce comme ça quand on est romancier? T'en penses Ah, quoi? c'est la troisième, puisque c'est le troisième livre que je fais que je signe chez M Plus. Et c'est la troisième bande-annonce qu'ils me font. Mais je trouve qu'ils ont progressé dans les bandes annonces, dans les petits clips. Parce qu'avant, ils avaient des clips qui étaient un peu longs, c'était 1 minute, 1 minute 20, 1 minute 30. Et je pense que là, en 32 secondes, ils ont su condenser en fait toute l'action du livre.
Déjà, on sait où ça se passe, on sait comment ça se passe, et il ne faut pas trop en dire pour que le lecteur, justement, ait envie d'aller plus loin et acheter le livre. Parce que si on dévoile trop l'intrigue, c'est le problème. Tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu, tout à l'heure, tu es quelqu'un d'autre, et tu avais fait cette remarque qui était bien pertinente. Tu avais dit, chez un auteur de polar, c'est toujours difficile de parler du livre. Moi, je suis un peu toujours gêné quand j'ai des lecteurs ou des lectrices qui viennent me voir et qui me disent racontez-moi, faites-moi le pitch. Donc C'est ma j'en dis le question minimum. suivante. C'est ma C'est la question question. suivante. Oui. Tu vois, je l'avais intuité, j'en avais eu l'intuition, je veux dire. Voilà, bah c'est bien. Donc voilà, donc c'est toujours Comme très, ça, tu te très. prépares. Voilà, je me prépare. Donc bah je réponds pas, je répondrai après. D'accord. Mais donc c'est pas évident pour ce Alors, genre-là de ne pas trop en dire. Pour revenir là-dessus et ne pas faut quand même- divulgacher. voilà, il faut pas trop divulgacher, il faut pas trop dévoiler des fleurs et d'intrigues, mais il faut quand même, si tu veux, planter le décor quand même, un petit peu. Il faut dire où ça se passe, il faut dire quand ça se passe, parce que moi, mes enquêtes, comme tu le sais, je pense, se sont déroulées au Quai des Orfèvres, puisque j'ai travaillé avec un commandant qui a travaillé 30 ans là-bas. Donc, ça se passe au moment du Quai des Orfèvres, entre 2015 et 2017, puisqu'ils ont déménagé en septembre 2017, j'en parle dans le livre, qui sont passés rue du Bastion. Là, donc, l'enquête se déroule dans cet opus-là, scène criminelle, en septembre 2017, entre le déménagement du 36 quai des Orfèvres et le déménagement du 36 rue du Bastion. Donc, ils ont gardé le chiffre mythique en forme de clin d'œil. En fait, ils ont déménagé en septembre et ils ont gardé ce 36. Voilà. Mais c'est plus du tout la même. Et l'enquête se passe de manière atypique. C'est une enquête qui se déroule un petit peu au Quai des Orfèvres, mais surtout au domicile de François Chanel, ce qui est un petit peu, ce qui est très rare. C'est très rare dans la police ce genre d'enquête. Voilà. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, mais de très actuel en même temps, parce que tu as vu, ça se passe au bord de la Seine. Alors j'ai fait quelques petits salons du livre. Alors il y a beaucoup de gens qui me font la réflexion avec la série, enfin le film Netflix, je veux dire sous la Seine, ils disent c'est le livre du film. Je dis non, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de requin dans mon livre, juste un serial killer, c'est complètement différent. Mais ce livre, il marche bien parce que les gens, avec les Jeux Olympiques, avec aussi, c'est une histoire qui se passe dans le milieu des bouquinistes, donc c'est très intéressant aussi. Et puis c'est un polar en même temps qui est un polar scientifique et en même temps qui est un polar un petit peu romantique. Donc ça va un petit peu changer. Le commandant Chanel, vous allez découvrir qu'il est amoureux dans cet opus-là. Et ça change un peu des deux précédents, parce que dans les deux précédents, il n'y avait ni femme ni enfant. C'était un homme marié avec son travail, marié avec la police, marié avec la crime. Et là, dans celui-là, il va retrouver son premier amour qu'il a connu il y a 40 ans. Et là, ça va être intéressant parce qu'on a en même temps un polar scientifique et un petit peu un polar amoureux. Donc c'est assez rare dans le domaine de la littérature. Voilà, donc j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu atypique, comme toujours, parce que j'aime bien sortir des sentiers battus et ne pas réécrire toujours les mêmes choses. Puis là, comme c'est la troisième enquête, donc j'ai voulu quelque chose d'un petit peu différent, de très différent. Et pour répondre à ma petite question, Zut qui me dit je ne regarde pas souvent les bandes annonces. Kopfak Lenny, je ne regarde jamais les book trailers, comme je ne lis jamais les quatrièmes de couve. C'est intéressant parce que ça revient très très souvent dans le monde des livres, même quand ils sont très bons d'ailleurs. Parfois il n'y a pas beaucoup de vues, parce que les lecteurs, je suis pas convaincu qu'ils aiment ça, mais c'est vraiment intéressant. Et Maya Oti nous dit les book trailers c'est top lorsqu'ils sont bien faits. Il y a un peu les deux tendances, hein, évidemment. Parmi vous aussi, bah, t'as déjà planté le décor. On va y revenir en détail, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de l'histoire? Comment ça démarre ce livre Scène criminelle? Alors, ce scène criminelle débute, je veux dire, au moment de la mise à la retraite de ce fameux commandant Chanel, parce il a 61 ans, presque 62, donc on est en 2017, hein, je le rappelle en passant, et il reçoit un courrier de l'administration comme quoi bientôt il va pouvoir faire valoir ses droits à la retraite bien méritée, il a travaillé 40 et quelques années au 36 quai des Orfèvres. Alors il reçoit donc ce courrier
Et puis, il est appelé dans le bureau de, presque en même temps, il est appelé dans le bureau de la directrice de la police judiciaire, commissaire divisionnaire de la police judiciaire parisienne, de la CRIM, qui l'appelle pour lui signaler une nouvelle affaire. Voilà. Alors, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit continuer à enquêter ou faire valoir ses droits à la retraite? Vous le saurez en lisant le livre. Non, non, je vais aller un peu plus loin quand même. Je vais aller un peu plus loin. Et cette affaire est une affaire très importante parce que on découvre que c'est une affaire qui a déjà été menée par la fluviale, par la brigade fluviale, sur le bord de Seine. C'est un serial killer qui tue des artistes, des artistes, et les noie dans la Seine. Les noie en les droguant au fentanyl, ici à la carotide. Et on a quelques cadavres déjà au début du livre, on a déjà 4 ou 5 cadavres. Il y a une enquête qui a été faite par la brigade fluviale qui n'a absolument rien donné, parce qu'il n'y a aucune trace d'ADN déjà premièrement sur les cadavres, et deuxièmement, alors que la scène est truffée de caméras vidéo, etc., de beaucoup de caméras autour de la scène, il n'y a aucune image qui provient de ces caméras. On n'a rien relevé. Donc le commandant Chanel, qui est un commandant de l'ancienne période, de l'ancien monde, il a 61 ans, c'est quelqu'un qui agit beaucoup au flair, qui a déjà résolu le meurtre de Nicolas Finder dans le livre Exécution en 2022, qui a déjà résolu le trafic d'objets d'art du commandant Chanel en 2023. Là, c'est une enquête qui va être beaucoup plus difficile parce qu'il n'a véritablement aucun indice. Et c'est ça le problème. Et lui, il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort en informatique. Il n'est pas très doué aux nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce commandant François Chanel? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter une nouvelle équipe. Et là, il y a une petite particularité dans ce livre. Là, je peux le dévoiler. Parce qu'il y a une équipe totalement nouvelle par rapport aux 2 précédents livres. Et vous pouvez retrouver l'équipe du commandant Chanel à la fin du livre. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu atypique, qui ne s'est pas fait beaucoup dans le domaine du polar. Et vous avez pour chaque personne, puisqu'il va y avoir 6 ou 7 personnes de cette nouvelle équipe de François Chanel, vous avez le CV de chaque personne qui va apparaître aux côtés du commandant Chanel. Il va respecter donc la parité. Il y aura 3 femmes et 3 hommes. Ce sont des gens qu'il va choisir et ce sont des gens qu'on va choisir pour lui aussi, que Christiane Schmidt va choisir pour lui parce qu'elle tient à respecter cette fameuse parité. Parce que lui, au départ, il n'est pas très chaud pour travailler avec des femmes. Mais il s'améliore au fur et à mesure des livres. Dans le premier, il était un petit peu macho. Dans le deuxième, il s'arrangeait un peu. Et là, aujourd'hui, il est beaucoup plus ouvert à la féminité. Il est beaucoup plus ouvert aux femmes et à cette nouvelle équipe. Et justement, il va s'adjoindre une équipe de jeunes personnes. Et c'est ce qui lui faisait défaut, parce que lui, c'est un très bon enquêteur, mais à l'ancienne. Donc lui, il travaille beaucoup avec son flair, mais connaît toutes les techniques, bien sûr, d'ADN, d'odorologie et tout ça, mais il n'est pas très doué en informatique. Et là, c'est une enquête qui va avoir des répercussions sur l'IA, l'intelligence artificielle, puisque le commandant Chanel va en fait se battre contre cette intelligence artificielle. Et c'est là où c'est intéressant, parce que lui, il va être complètement dépassé, donc il va falloir qu'il fasse appel à une jeune équipe, et cette jeune équipe va l'aider justement à résoudre cette enquête. Et ce qui est bien, et ce que j'aime, et c'est pour ça, c'est un petit peu le partage des générations dans ce livre. Voilà. Des jeunes personnes avec un commandant beaucoup plus mûr, et avec cette équipe, ils vont réussir à dénouer cette enquête qui va être vraiment très compliquée, très difficile, très atypique, très scientifique, il y a des passages sur le Darknet, enfin il y a des explosions, enfin il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas trop dévoiler non plus l'intrigue, c'est toujours le même problème, mais ça se passe en septembre 2017, et déjà en septembre 2017, je peux vous dire que l'intelligence artificielle était déjà bien née, parce qu'elle est née déjà dans les années 50. Elle avait déjà beaucoup évolué en 2017, mais on n'en était pas au point encore d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de chat GPT, etc. Voilà. On y revient pendant que Anita nous dit
il faut arrêter de polluer la Seine. C'est important. Eh bien, c'est un personnage très très important de ce livre. Vous l'aurez compris, hein, la Seine. Comment la décrirais-tu pour nous expliquer ce qu'elle représente pour toi, la Seine? Alors déjà, je vais vous faire une confidence, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas. En fait, ce n'est pas la Seine qui coule sous les ponts de Paris. C'est un petit peu étrange, mais c'est la vérité. En fait, c'est l'Yonne. L'Yonne étant une rivière qui se jette dans la Seine, mais en fait, c'est la Seine qui se jette dans l'Yonne, puisque l'Yonne a un débit plus important que la Seine. Ça, je le signale en passant par un petit article dans le livre. Et ça, c'est très intéressant. Mais bon, comme on le sait ça, c'est une petite anecdote, si vous voulez, mais comme on a l'habitude de parler de la Seine, on va continuer avec la Seine. La Seine, c'est aussi un livre, c'est aussi un polar, un vrai polar, mais un livre avec un hommage à la Seine, avec ce fleuve magnifique. Il y a quelques citations d'auteurs, d'ailleurs au début du livre, Jacques Prévert, etc. J'ai trouvé amusant, c'est un hommage à ce fleuve aussi, ce livre, c'est un hommage à la Seine, et puis un hommage aussi aux bouquinistes, puisque ça se passe dans le milieu des bouquinistes qui sont là depuis 450 ans. On a essayé de les déloger à un moment donné pendant les Jeux Olympiques, mais finalement ils ont résisté et on leur a donné l'accord pour continuer leur travail, même pendant la période des Jeux Olympiques. Donc vous verrez bien que ce livre l'action se passe en 2017, il y a pas mal de répercussions avec la situation d'aujourd'hui, 2024, parce que 2017, c'est aussi l'année où notre candidature aux Jeux Olympiques 2024 a été acceptée, et on a su en septembre 2017 que nous étions non seulement candidats, mais que la candidature était acceptée, que les Jeux Olympiques allaient bien se dérouler à Paris en 2024. Voilà. Paris, très important aussi pour toi. Est-ce que c'était l'occasion de parler des bouquinistes, de les mettre en avant? Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ces bouquinistes qui font un métier particulier? Voilà, j'en connais quelques-uns, et puis j'avais participé à 2-3 débats, j'avais vu des articles de journaux, j'avais participé à 2-3 débats là-dessus il y a quelques mois, il y a à peu près 6 mois, et au moment où on avait suggéré d'interdire aux bouquinistes leur activité pendant les JO. J'étais à leur côté, j'avais dialogué avec 2-3 bouquinistes et j'étais à leur côté, je leur avais dit, mais je suis en train d'écrire un livre justement là-dessus, et j'explique aussi dans ce livre, parce qu'il n'y a pas que du polar, il n'y a pas que des cadavres, il n'y a pas que des meurtres, non. Il y a beaucoup de meurtres quand même, hein. Il y a plus de 15 cadavres, donc c'est pas rien quand même, hein. Là, le commandant Chanel, il y a plus de meurtres que d'habitude, il est complètement perdu au début du livre. Donc tout ça pour dire que c'est un véritable hommage à la Seine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi aux bouquinistes qui sont les âmes de Paris, sans les bouquinistes, ils existent depuis Henri IV quand même, c'est quand même quelque chose de très important. Et moi, j'ai toujours été à leur côté, même pendant les périodes les plus difficiles. C'est pour ça qu'on était ravis quand finalement l'État a autorisé les bouquinistes à continuer leur activité. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est quoi un bouquiniste? Tu peux préciser? Alors, un bouquiniste, c'est une personne qui a une petite échoppe, une petite boutique, mais ça se présente plutôt comme une boîte. C'est une boîte ouverte, ça se déroule en plein air, et ils se trouvent sur les quais de la Seine. En fait, ils ont des petites boîtes, et ils arrivent le matin, ils ouvrent leur boîte, ils ont des livres, ils ont des journaux d'époque, ils ont des photographies de tournage de films, et ils vendent beaucoup quand même à des touristes. Leur vente se fait essentiellement à des touristes, et c'est une profession qui se perpétue de mère en fille et de père en fils, en fait, et souvent les bouquinistes sont eux-mêmes issus de leurs parents étaient eux-mêmes bouquinistes, leurs grands-parents étaient eux-mêmes bouquinistes, etc. Vous voyez, c'est un sacerdoce plutôt qu'une profession, mais alors ils louent leur emplacement à la ville de Paris. Voilà, ils payent un loyer pour avoir donc cette fameuse boîte qu'ils ouvrent le matin et qui referment le soir à clé, qui ferment à clé. Et dans cette boîte, il y a tout un tas de livres, il y a des éditions rares, il y a des photographies de vedettes, il y a des vieux journaux, des vieux Paris Match, des vieux France Dimanche, vous voyez, ce genre d'activité. Et finalement, c'est assez lucratif, ça fonctionne bien, surtout pendant les
pendant les périodes estivales où il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, etc. Ils sont friands de ce genre de choses parce que ce sont aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les âmes de Paris. Donc c'était important parce qu'il y a eu très peu de... Je trouve il n'y a pas eu beaucoup de livres là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de polars là-dessus, sur les bouquinistes. Et j'ai voulu aussi, à travers ce Scène criminelle, leur rendre un petit peu hommage. C'était une évidence pour toi de continuer l'aventure avec ce personnage de commandant Chanel? Ah oui, parce que c'est quand même quelque chose qui est... Il est inépuisable, ce commandant Chanel. Il On voit avait... dans la bande-annonce que c'est l'heure de la dernière enquête à sonner. Ah oui, Ça- presque l'heure de la dernière enquête, mais vous savez que je peux m'amuser avec Chanel parce que je peux remonter quand il avait 25 ans, donc je peux remonter aux années 80. C'était une évidence de rester avec lui encore pour ce livre. Oui, on va encore l'accompagner parce qu'il a tellement de choses à me raconter et puis tellement de choses à dire encore. Il y a tellement eu d'enquêtes extraordinaires que je vais, je pense, continuer. Je vais peut-être faire une pause l'année prochaine, mais j'ai déjà l'idée pour 2026 d'un nouveau Chanel encore. Un nouveau Chanel. Pourquoi pas un nouveau Chanel? Voilà. Donc c'est un personnage qui me suit et me poursuit. Mais c'est mon héros, si vous voulez, c'est mon héros. En plus, je le connais bien, c'est un ami, on parle beaucoup, on fait beaucoup de conversations vidéo, de conversations Skype. Je vais chez lui, il vient à la maison et il me raconte des enquêtes. Mais moi, ce que je fais, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je sélectionne ces enquêtes. Je sélectionne, je ne prends pas n'importe quoi. Il y a des choses que j'achète et des choses que je n'achète pas. Et donc Et c'était une de mes après, questions, tu as continué à voir ce commandant pour nourrir les histoires que tu proposes. on est amis, et parfois la fiction déborde un petit peu sur la réalité, mais c'est le but de chaque romancier, je pense. Là, j'ai un petit peu, dans l'enquête originale, il n'y avait pas autant de cadavres. Là, j'en ai rajouté énormément. Je n'ai rajouté énormément pour mon plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir du lecteur aussi. Parce que là, c'est quand même assez croustillant, dirons-nous. C'est une enquête qui va être très difficile. Donc, au moment de la retraite, en plus, il se pose un dilemme au début du livre, c'est-à-dire il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit faire valoir ses droits à la retraite, comme je l'ai dit, expliqué un petit peu tout à l'heure, ou est-ce qu'il doit continuer parce qu'il a la faculté un commandant qui arrive en fin de carrière a la faculté de continuer à travailler encore un petit peu. Donc, il a cette faculté-là. Euh, Là, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va choisir de continuer à travailler, mais avec une toute nouvelle équipe, c'est-à-dire on va pas beaucoup retrouver, à part le lieutenant Lair, le capitaine Lair, qui était présent dans Commandant François Chanel et dans Exécution, capitaine Lair, vous retrouvez aucun des membres de l'équipe des précédents livres. C'est une toute nouvelle équipe que Christian Schmidt lui a concoctée pour se battre contre un adversaire qui va être le plus redoutable possible, le plus difficile à cerner, le plus difficile à coincer. Parce que là, on a affaire à quelqu'un de très intelligent, de redoutable et de diabolique. Donc, on va emmener un petit peu le lecteur sur des... Parce que le livre est assez volumineux. Donc, on va envoyer un petit peu le lecteur sur des fausses pistes, mais c'est un petit peu fait exprès, c'est le thème du polar, en général. Plein de questions. On va y revenir à cette équipe atypique dans un instant, mais Agrippine demande si on peut lire la scène criminelle sans avoir lu les précédents. Bien sûr, vous pouvez lire la scène criminelle sans avoir lu les précédents. C'est une série sans être une série. Chaque enquête, que ce soit Exécution, Commandant Chanel, chaque enquête se termine à la fin. Mais si vous voulez vraiment les lire dans un ordre chronologique, il faut commencer par Commandant François Chanel, ensuite Exécution et lire cette scène criminelle. C'est juste pour des questions de date, puisque l'action de scène criminelle, je vous rappelle, se déroule en septembre 2017, que l'action de Exécution se déroule en 2016 et l'action du commandant en 2015. Bon, voilà, sinon, chaque enquête est bien différente. Elle part d'un début, elle a une fin, etc. Et à la fin, toute la vérité. Voilà, toute la vérité. Mais là, j'ai fait un petit clin d'œil un petit peu. Vous avez pu remarquer que dans le clip vidéo, il y a écrit une fin digne d'un Hercule Poirot 3.0. J'ai bien aimé ça, je me suis un peu amusé
il y a une fin un petit peu à la Hercule Poirot. Le commandant Chanel réunit tout le monde dans la fin. Il va passer au vitriol chaque personne. Voilà. Et ça va durer quand même pendant 30 ou 40 pages. Donc ça va être quand même important. C'est le dénouement. Et à ce moment-là, on va découvrir en fait ce qui s'est réellement passé, parce que c'est une enquête qui a été, je vous rappelle, très compliquée et très difficile, parce qu'elle est en même temps scientifique, amoureuse, enfin bon, c'est en même temps, c'est un petit peu sanglant quand même. Il y a beaucoup de cadavres, il y a des méthodes très atypiques, et c'est un petit peu différent des autres enquêtes qui étaient peut-être plus psychologiques. Il y avait moins d'action dans les précédentes, peut-être. Celui-là, il y a beaucoup d'action dans ce livre, beaucoup d'action et de psychologie des personnages qui sont très fouillés. Chaque membre de l'équipe est fouillé. Elles ont tout un CV, et on parle beaucoup on va plus loin que dans les précédents livres sur les personnages. Et au passage, Anita, qui à l'œil voit une antiquité derrière toi et ça lui rappelle sa jeunesse. Est-ce que c'est le téléphone, Anita? Je suis en train de me poser. Je regarde derrière toi ce que je peux trouver. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que le téléphone, effectivement. Il fonctionne pas, même, malheureusement. J'aimerais bien qu'il fonctionne, mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner, parce que les prises téléphoniques sont plus adaptées. Maintenant, on n'est plus en téléphone filaire, donc ça fonctionne pas. On m'en a fait cadeau un jour, parce que je suis assez fan des années 70, tu sais, avec ce fameux commissaire, avec ce téléphone, enfin bon, voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à Maigret, un petit clin d'œil à Simon, tout ça. Voilà. Et on m'a offert ça, et je le garde précieusement, et je l'ai mis à côté de la télé. Voilà, il est très beau, mais malheureusement il fonctionne pas. Mais bon, c'est ça pour faire un peu illusion. Élément de déco. Tu le disais, hein, Chanel compose une équipe atypique. Comment est-ce que tu construis tes personnages secondaires? Parce qu'on a beaucoup parlé du commandant Chanel, mais comment est-ce qu'on construit des personnages secondaires pour qu'ils soient bien dans la tête des lecteurs? Tu as travaillé comment avec cette nouvelle équipe? Cette nouvelle équipe a été complètement inventée, parce que je ne pouvais pas prendre des équipes de l'enquête réelle, ne serait-ce que pour des conditions de sécurité ou de confidentialité. Donc j'ai inventé des personnages qui sont relativement jeunes, d'ailleurs, parce que je voulais ce partage. Ce qui manque à notre société, c'est ça un petit peu, Frédéric. Moi, je pense. Les jeunes sont un petit peu dans leur monde. Les jeunes n'aiment pas trop les vieux, les seniors. Les seniors, ils sont un petit peu dans leur monde aussi, ils n'aiment pas trop les jeunes. Et il manque une espèce de relation comme ça entre les jeunes et les seniors. Et si il y avait plus de relations justement entre ces deux catégories-là, il y aurait peut-être un peu moins de haine dans la société et moins de difficultés. Parce que les seniors ont des choses à apporter, on va le voir avec Scène criminelle. Ils ont l'expérience, ils ont le flair, ils ont la technique aussi, mais ils ont surtout l'expérience. Et les jeunes apportent tout ce qui est technique, informatique, Darknet, etc. Toutes les nouvelles technologies, ChatGPT, etc. Ce qui apporte à deux quelque chose où on peut résoudre l'enquête beaucoup plus facilement. Et moi, j'ai choisi ces personnages de manière atypique. Ils sont tous très différents. Ils sont à la fin du livre. Il y a un CV pour chaque personnage. Il y a 6 ou 7 personnages. Ils sont tous très différents. J'ai tenu à la diversité. Il y a une italienne, il y a une israélienne, il y a bien sûr une française, il y a une métisse. Enfin bon, c'est une équipe très atypique, et avec le respect de la parité. Et le seul, il y a une fiche pour chaque personnage. Hein, c'est ça, une fiche de 2 pages pour chaque personnage avec un CV complet. Et la seule personne pour qui je n'ai pas fait de fiche, c'est le commandant François Chanel, parce que chacun peut s'imaginer un petit peu comment il est. Et puis on le connaît un petit peu, le commandant Chanel, on a lu, la plupart des gens qui achètent Scène criminelle ont lu Exécution, mais c'est pas obligé, je vous dis, parce que chaque enquête est très différente. Donc vous verrez ces personnages, dont il y a la liste à la fin, ils sont très divers. Alors vous avez bien sûr le lieutenant Lair, qui est lui un classique puisqu'il était dans Exécution. Vous avez Christiane Schmidt, qui est la nouvelle directrice de la police judiciaire. Vous avez Yumi
Asoko, qui est une profileuse japonaise. Vous avez Lynn de Valmont, qui est capitaine de police stagiaire, tout juste promue. Vous avez Éric Jacquet, qui est un capitaine de police. Lui, il est maladroit, il a 56 ans. Vous avez Mélida Ricklin, qui est capitaine d'officier en cours de titularisation. Vous avez Nicolas Lair, ça je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez Max Miranda, qui est un officier patrouilleur du net en charge de la cellule blocage retrait. Et puis, vous avez les assistants d'enquête, personnes qualifiées. Alors voilà, il y a 6 ou 7 personnages. Ils sont très différents et je les ai imaginés d'ailleurs très différents, chacun. Et ils ont une particularité propre. Ils vont apporter quelque chose à l'enquête, quelque chose de plus à l'enquête qu'un capitaine classique. Et toi, tu aurais aimé travailler au 36 quai des Orfèvres ou 36 rue du Bastion? Tu aurais aimé travailler là? Moi, j'ai visité, comme tu sais, le quai des Orfèvres. J'ai visité en 2016. Je ne sais pas si on en avait parlé dans le précédent. J'ai visité aussi le 36 rue du Bastion. Aimer travailler, non, peut-être pas. Non, peut-être pas, mais j'aurais aimé faire des reportages, oui. Faire des reportages au quai des Orfèvres. Mais être enquêteur, non. Moi, je suis un écrivain, tu vois. Je suis un petit peu en retraite. Ce que j'aime, c'est les personnages. Ce que j'aime, c'est l'action, les personnages, la psychologie des personnages. Mais travailler dans la police, non, j'aurais pu si j'avais voulu à l'époque. Mais maintenant, il est un peu tard. Je serais presque au moment de la retraite, quoi. Pas encore, mais presque. Tu vois. Ça ferait de Rookie si vous aimez les séries policières. Alors, il y a un truc drôle aussi quand on écrit. C'est Chanel, tu le disais, à rendez-vous avec, je cite la 4 de couve, un criminel redoutable et inoubliable. C'est jouissif pour toi de créer et de camper un personnage de méchant. Un méchant redoutable et inoubliable. Là, c'est une femme et tu vas voir qu'elle est quand même particulière. C'est une femme qui s'appelle Agnieszka Rozyzewski. Mais comme son nom est très compliqué, qu'elle est d'origine polonaise, elle s'appelle Agnieszka, on va l'appeler K. Et c'est un petit peu la méchante du livre. C'est la plus dangereuse et la plus intelligente aussi. Et elle va donner beaucoup de fil à retordre à Chanel. Mais ce n'est pas la criminelle, encore une fois. Voilà, c'est la méchante du livre, mais ce n'est pas elle qui a tué tous ces cadavres qui flottent dans la Seine. Voilà, donc il y a beaucoup de fausses pistes, mais c'est un petit peu les clés du polar. Moi, tu sais, j'ai été baigné par les livres d'Agatha Christie quand j'étais enfant, par les livres de Conan Doyle, par les Sherlock Holmes, par les Maurice Leblanc, Arsène Lupin, tout ça, Rouletabille, tu vois, ce genre de livre. Et pour moi, j'aime bien ce polar un petit peu vintage. Mais là, avec Chanel, je suis un petit peu dans le vintage et puis je suis aussi dans le monde réel. Et je suis aussi dans les nouvelles techniques. On est très 21e siècle dans ce livre. C'est pas un polar vintage. Hein. Bien que ça se passe en 2017, on a toutes les nouvelles techniques de la police judiciaire. On a l'odorologie, on a l'ADN même familial, parce que maintenant, il y a quelques années, ça ne se faisait plus, mais ça ne se faisait pas encore. Mais aujourd'hui, quand on prend l'ADN d'une personne, on peut remonter à toute sa famille. Donc, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus documenté, et on va beaucoup plus vite dans les enquêtes qu'avant. Donc ça nous apporte la modernité dans la police. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles ces 5 dernières années. Ça a apporté aux enquêtes une rapidité qu'on n'avait pas auparavant. Voilà. Avec toutes ces nouvelles techniques policières, on va plus vite pour résoudre l'enquête. Mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même, ça laisse beaucoup d'opportunités parce qu'il y a 30% des crimes qui ne sont pas résolus en France. Hein. Il y en a 70 qui sont résolus. Ça dépend si on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On pourrait dire que c'est une bonne moyenne, 70%, c'est bien. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on pourrait dire que 30%, c'est quand même beaucoup. Et qu'un criminel, s'il veut tuer, il a quand même 3 chances sur 10 de ne pas se faire prendre, s'il est très intelligent. Donc voilà. Et tu disais, ce sont des techniques qui aident la police. Et on parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que, en tant qu'auteur, toi, tu utilises l'intelligence artificielle comme, par exemple, ChatGPT, Claude ou autre,
quand tu écris tes romans et comment, si oui? Alors, j'ai été obligé de rajouter une phrase au tout début du livre, tu verras. Euh, j'ai rajouté cette phrase-là. J'étais obligé. J'ai dit, comme le bonheur d'écrire est plus fort qu'une simple communauté, j'atteste de n'avoir jamais sollicité une intelligence artificielle. L'intégralité de mes sources est puisée au plus près de la réalité judiciaire. Donc non, je n'ai jamais sollicité ChatGPT pour écrire ce livre, ni simplement j'avais fait l'expérience dans le premier en 2022 avec ChatGPT, j'avais demandé à ChatGPT de me trouver un titre pour celui-là. Et c'est ChatGPT qui m'a trouvé Exécution. Il m'a proposé pas mal de titres et j'ai choisi Exécution parce qu'au départ, ce manuscrit, je l'avais appelé, de 2022, je l'avais appelé Chanel ou le syndrome Flaubert. Parce que tu sais qu'il y a une petite, dans ce livre, qui est le meurtre d'un grand avocat qui se passe en 2016, qu'on retrouve mort dans un parking, au troisième sous-sol d'un parking qui s'appelait Vinci à l'époque, parking du Palais de Justice de Paris. Dans ce livre-là, il y avait une petite référence à Madame Bovary et chaque chapitre commençait par une petite citation de Madame Bovary de Flaubert. C'était le petit plus que j'avais fait pour ce titre-là. Et j'avais trouvé ce titre qui était vraiment pas très à l'aise. C'était Chanel ou le syndrome Flaubert. Ça voulait absolument rien dire. Et les lecteurs étaient... j'avais pas d'autres titres. Donc j'ai sollicité ChatGPT à l'époque, en 2022, et il m'a trouvé 4 ou 5 titres différents. Et j'ai choisi Exécution. Voilà, c'est la seule fois où j'ai fait appel à ChatGPT et à l'intelligence artificielle. Mais dans ce livre-là, Scène criminelle, Chanel va se battre contre l'intelligence artificielle. C'est ça qui va être incroyable. Ça te fait peur ce que l'intelligence artificielle est capable de faire? Alors, tu sais, ça tombe bien parce que là, je peux t'en parler un peu plus, parce qu'hier, j'étais à une conférence à Monaco sur justement un professeur en gynécologie qui a fait un livre sur l'intelligence artificielle et il nous a raconté justement les peurs, les dangers de l'IA, les dangers de l'intelligence artificielle. Moi, ça ne me fait pas peur. Je pense que dans certains domaines, ça va être très utile. Ce professeur, justement, nous a parlé de médecine. Il nous a dit que dans le cadre, par exemple, de la cancérologie, dans le cadre de l'oncologie, de la médecine, l'intelligence artificielle va révolutionner les traitements pour les cancers parce qu'il est capable de choisir parmi des millions de radios, etc. Alors que l'œil d'un humain ne pourra pas voir autant de radios, lui est capable de choisir le meilleur traitement pour une personne, etc. Et ça, c'est formidable parce qu'on va avoir des avancées considérables en matière de cancer, de soins, dans les prochaines années 2025, 2026, 2027, etc. Et ça va être formidable. Donc l'IA pour la médecine, oui, à 100%. Maintenant, il faudra bien faire attention dans le domaine créatif parce que, effectivement, l'IA peut nous amener à écrire des choses qui ne seront pas du tout pensées par les écrivains et qui va être écrit de manière artificielle par une intelligence quelconque. Mais il faut savoir que c'est quand même l'humain, c'est quand même l'homme qui va diriger cette intelligence artificielle. Et que l'intelligence artificielle n'a pas d'âme, ne sait pas ce que c'est que l'amour, que les sentiments, etc. Elle raisonne de manière logique, de manière déterminée. Mais il y a eu d'ailleurs un reportage avec Raphaël Enthoven, un philosophe, à la télé française, et il a passé un concours et il a battu l'intelligence artificielle avec une question de philosophie. L'intelligence artificielle n'a pas été capable de répondre parce que justement, l'intelligence artificielle n'a pas d'âme, ne peut pas savoir, par exemple, ce que c'est que le bonheur. Il peut en décrire, il peut faire une description du bonheur, mais il ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que le bonheur, par exemple, ou que l'amour, que les sentiments, ou que la détresse humaine, lui ne sait pas, lui fonctionne de manière logique. Voilà.
Et donc, c'est pas mal pour inventer des petites histoires, mais pour un roman comme celui-là, je pense que c'est pas encore possible parce qu'il est tellement compliqué, tellement tarabiscoté. J'ai vraiment voulu tellement, tellement important que là, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'aller au bout de cette histoire. Voilà. Donc, pour résumer, l'IA, l'intelligence artificielle, oui, mais attention quand même, il y a des petits dangers. Je ne sais pas ce que tu en penses toi personnellement. Il y a des petits dangers et il y a des utilités aussi dans le monde de l'écriture. J'en ai parlé dans une classe, pas plus tard que vendredi dernier, où ils m'interrogeaient sur est-ce que j'utilisais ou pas. Je leur expliquais comment, quoi, et aussi les dérives, parce qu'il y a des choses incroyables. On pourrait en faire une petite démonstration ici dans la boîte un jour. Je vous expliquerai comment Ouais. j'utilise ou comment j'utilise pas, surtout, parce qu'à aucun moment ce truc ne va écrire mes livres. Ça, c'est sûr. Par contre, il peut être très très utile pour certaines choses. Et je vous donne un exemple, comme ça vous l'avez. Quand je mets les vidéos, par exemple, sur YouTube, après la boîte, donc les interviews, ben, je vais demander à ChatGPT de me mettre des tags pertinents pour que les moteurs de recherche soient contents. Sur ça, il va beaucoup plus vite que moi. Ceci dit, les vidéos font 100 vues, donc il n'est pas si malin que ça, a priori. Mais c'est des choses qui nous font gagner du temps et qui n'ont pas de plus-value que moi je passe 1 heure à me demander quel tag ferait l'affaire. Sur les livres, il y a des choses utiles, comme c'est pas un moteur de recherche, je suis pas trop d'accord avec ça, mais il y a des choses qui peuvent être utiles, mais certainement pas écrire. Ça, c'est une évidence. On en parlera un jour si vous voulez. Dans ce monde des livres, Pascal, j'ai une question traditionnelle ici et on approche de la fin. C'est Déjà, l'anecdote. Mais oui, très ça fait déjà 45 minutes. C'est bien. l'anecdote cocasse. Peux-tu nous raconter une anecdote sur ton parcours dans le monde trépidant des livres? Ça peut être avec les lecteurs, avec les éditeurs, dans les salons, ce que tu veux d'autre. Quelque chose qui t'est arrivé et qui te reste en mémoire. Je m'étais pas préparé à cette question, Frédéric. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Si, alors attends, je vais te raconter un truc oui, qui s'est passé en 2016. En 2016, au Salon du Livre de Limoges. J'étais à côté il y avait pas mal, tu sais, d'artistes, parce que dans les gros salons du livre comme Limoges, Paris, ils aiment bien inviter euh, des chanteurs, des acteurs, toute une série de gens qui n'ont parfois rien à voir avec le monde du livre, mais qui réussissent à faire un petit comeback avec la littérature quand ils sont un petit peu oubliés ou quoi que ce soit. Mais là, ce n'était pas le cas. Et j'étais à côté de Louis Chédid, le chanteur père de M. M. Voilà, c'est ça. Et moi, c'était pas un chanteur que j'admirais particulièrement. Je le connaissais comme ça, mais on avait fait 2-3 trucs que j'aimais bien, mais enfin, c'était pas quelqu'un que j'affectionnais particulièrement. Et en fait, il était très sympa. Et puis on a un petit peu discuté ensemble. Et il avait un recueil de textes poétiques qu'il vendait, et puis un livre sur son parcours, sur sa vie. Et puis moi, j'avais quelques livres. J'avais le roman du parfum, j'avais le roman du café, j'avais un polar, je crois. Et il est venu me voir et il me dit, écoute, j'aimerais bien acheter ton livre, mais comment on va faire avec les libraires et tout. Ah, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, on va échanger nos livres. Donc moi, je lui ai donné le mien, j'ai signé. Et puis lui m'a donné le sien, il m'a fait une très belle dédicace. On a parlé ensemble pendant un quart d'heure. Et puis on a fait des photos ensemble, tout ça. Et puis il m'a dit, voilà, on s'est échangé les livres. Et là-dessus, la libraire est arrivée et nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Alors dans ce cas-là, moi, je vends plus de livres. Alors, Monsieur Marmet, vous payez le livre de Monsieur Chédid, et Monsieur Chédid, vous payez le livre de Monsieur Marmet. Qu'est-ce que c'est que ça, que s'échanger des livres comme ça dans les salons? Et moi, je gagne rien. Alors, ça nous a beaucoup amusé. On a beaucoup ri pendant moins une demi-heure. Et voilà, quoi. Bon, c'est une petite anecdote. Et puis depuis, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très bien et j'achète ses disques. J'ai téléchargé 2-3 trucs. Donc c'est marrant. Salut Miroslav Dragan, bienvenue, ça fait plaisir de te voir par ici. Bon, ta chaîne Twitch, est-ce que ça avance? Dis-nous. Pascal, il y a une question réseaux sociaux, ça c'est l'énigme de ma vie.
te Mhm. concernant, c'est très important, il faut vraiment que tu m'expliques. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour la promo des livres, etc. Et quel est ton vrai compte? Parce que quand on tape Pascal Marmet, il y a 5 ou 6 comptes sur Instagram, il y a la même chose sur Facebook, c'est un cauchemar pour Euh, moi de te retrouver. Explique-nous, je- c'est quoi les réseaux sociaux pour un auteur? Plus sérieusement, en promo, est-ce que alors, c'est indispensable d'y être, d'être omniprésent? Comment est-ce que tu travailles avec ça? c'est vrai que au départ, je m'investissais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok. Et puis j'avais créé un compte et puis j'avais trop d'amis, j'avais plus de 5000 amis, donc j'étais un petit peu bloqué. Donc j'ai créé un deuxième compte et puis un troisième compte. Et puis je me suis arrêté là parce que je ne pouvais pas en créer plusieurs. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu quelqu'un, enfin il y a eu pas mal de personnes qui ont utilisé mon profil et mes photos pour créer des comptes Pascal Marmet, alors que ce n'était pas moi. Et j'ai eu quelques petits soucis. Euh, j'ai eu des lectrices qui sont venues me voir sur les salons en me disant voilà, j'ai été contacté par un gars qui dit être vous, etc. Ça a été, j'ai eu quelques ennuis avec ça, mais maintenant je crois que c'est réglé. Donc j'ai plus que 2 profils maintenant, donc c'est plus simple. J'ai Pascal Marmet donc avec mon profil classique à 5000 amis, j'en ai un deuxième qui a 4978 amis. Voilà, et j'en créerai pas de troisième. Donc on restera avec 2 profils. Ça prend beaucoup de temps, les réseaux sociaux, quand on est romancier. Oui et non, mais je pense que c'est indispensable parce qu'il y a des gens qui attendent, qui attendent. Vous voyez, par exemple, j'ai fait j'ai fait un petit salon à Vence la semaine dernière. C'était samedi dimanche, vraiment un petit salon. Hein. On n'a pas, c'était pas le grand salon, c'était pas la foire de livre de Bruxelles comme tu as connu, où on s'est rencontrés cette année. Euh, C'était un petit salon et j'ai fait quelques photos et c'est vrai que je suis resté samedi et dimanche. Mais c'est vrai que lundi, j'ai pas mis les photos. Je les ai mis mardi. Et j'avais pas mal de messages en me disant alors, Vance, je veux voir les photos, tout ça, montre-nous les photos. J'ai dit bon, bah, 2 minutes, je viens de rentrer du salon de Vence. Il faut que je les charge, que je les publie. Voilà, mais les gens attendent ça. C'est drôle, ils attendent ça alors qu'ils me connaissent, alors qu'ils connaissent mes livres. Non, ils attendent les photos avec les lectrices, les événements, les petits clips vidéo que je peux faire, les dédicaces. Bon, alors c'est amusant et puis après on se prend au jeu. Là. Puis c'est vrai que ça me prend, allez, je vais être honnête avec toi, ça me prend 30 minutes par jour, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Allez, question traditionnelle, avant de parler des projets, vite fait, puisque le livre vient de sortir. Donc tes projets, c'est une tournée internationale, je n'en doute pas. Imaginons que la boîte, parce qu'elle fait des choses incroyables cette boîte, qu'elle puisse te faire rencontrer le commandant François Chanel. Tu lui dirais quoi? Là tout de suite, à 7 jours de la sortie de ce livre. Je le connais, le commandant François Chanel. Mais le personnage, pas Ah, celui que... vrai Le personnage, tu veux dire. personnage, oui, Le vrai personnage, je le lui vrai dirais quoi? personnage. Je dirais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire tous les deux et qu'on a encore de nombreuses enquêtes à écrire, puisque je suis son biographe, en fait, en quelque sorte. Et qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble et que la route est longue et qu'on va encore beaucoup s'amuser parce que moi je m'amuse beaucoup en écrivant mes livres. Hein. Je m'amuse beaucoup. Euh, c'est un travail, mais en même temps c'est la chance que j'ai, c'est de pouvoir avoir un travail que j'aime, de faire une activité qui me plaît. Et j'aime écrire et j'aime aussi parler de mes livres. C'est-à-dire que je fais beaucoup de salons, même des petits salons. Parfois, on m'invite, il n'y a pas grand monde. Puis je fais des gros aussi, bien sûr, des moyens. Mais j'aime bien aussi rencontrer des lecteurs, même dans des petits villages du Var ou du 06 ou du 13, où je vais souvent et parler. Donc le week-end, je vais parler avec mes lectrices et lecteurs, et la semaine, j'écris. Voilà, donc j'ai une activité bien remplie. Et puis j'ai un truc aussi qui est important, qui est tout nouveau, c'est que je vais être à partir du mois de septembre chroniqueur littéraire. J'ai une radio, donc je suis passé dans une radio la semaine dernière pour la promotion de Scène criminelle. J'ai eu 30 minutes d'entretien avec Radio Fréquence Méditerranée, une radio qui est en ma région à côté de Menton.
Et le directeur de la radio est venu me voir après, il me dirait, Monsieur Marmet, est-ce que vous voudriez nous faire une petite rubrique littéraire, une fois par semaine, pour parler, non pas de vous, hein, bien sûr, mais de parler de l'actualité littéraire des livres sortis chaque semaine. Alors, il m'a donné un micro énorme, je vais vous le montrer, il est vraiment énorme. Il est énorme, qui se branche sur... Pascal nous l'a montré, il est énorme. Voilà. Si ça, c'est pas du teasing pour cette soirée. Ça, c'est pas du et voilà, donc on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble. Frédéric, si tu veux m'envoyer certains auteurs, c'est avec plaisir que je les recevrai dans l'émission. Dans un premier temps, je vais faire des chroniques qui vont durer 10 minutes par semaine. Et dans un deuxième temps, je ferai des vraies interviews d'auteurs qui seront filmées en direct des studios à Menton. Donc j'aurai en même temps la caméra, comme toi, etc., les micros et tout ça. Voilà. Et Johan espère que tout le monde ne montrera pas son micro. Oui, tu me fais beaucoup rire. Mais il y a moyen de teaser cette soirée. Je l'ai montré parce que j'ai jamais vu un truc comme ça, tu vois. Ah, mais écoute, l'intelligence artificielle me dit que le titre de la vidéo replay de ton passage dans la boîte sera « Il en a un gros et il l'a montré ». Voilà, ça marche. On va faire des vues avec ça, si tu savais. Ah, c'est pour faire des vues, mais enfin bon. Et en plus, il faut attendre la fin de l'interview pour comprendre que vous êtes fait arnaquer. Ça, c'est parfait. Ah ouais. Parfait. Bon, parce que YouTube va adorer mon idée. Ah ça, YouTube, on va faire 10 000 vues avec ça. Au minimum. Au minimum, on peut battre Bruno Gassio, il est à 7000 vues. Je pense qu'il y a moyen avec un truc comme ça. Allez, le temps file, je le disais, mot de la fin. Je te laisse évidemment le dire, ce mot de la fin, avant de refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ? Je souhaite vous dire que j'ai passé une heure agréable en votre compagnie, comme d'habitude, mais ça, Frédéric, c'est un vrai bonheur à chaque fois que je passe dans cette émission. J'adore cette émission. Et puis, il y a plein de questions, et puis c'est vachement intéressant, quoi. Et puis voilà, écoutez, achetez Scène criminelle, il vient de sortir, il est tout beau, il est tout chaud. Il a une très belle couverture. Je suis très heureux je suis très fier de cette couverture-là. Je trouve qu'elle est mieux encore que celle d'Exécution, qui est un peu classique, du Quai des Orfèvres, ou celle du Commandant Chanel, qui était pas mal, mais je crois que celle de Scène criminelle est encore plus belle. Vous avez le reflet de la Tour Eiffel ici, en fait, dans la scène. Donc elle est magnifique, cette couverture. Et le contenu est très bien aussi. Et puis vous allez avoir une nouvelle équipe pour le commandant François Chanel. Et puis vous avez à la fin du livre un petit récap de toutes les aventures de Chanel. Donc c'est bien. Et dans la scène qui n'est pas vraiment la scène, comme tu nous l'as expliqué. Et qui est Lyon, mais ça... Ne nous dis pas tout. Voilà, sur Internet. Sur Internet. C'était un plaisir de t'accueillir à nouveau. Très bonne sortie, ça fait 7 jours, mais évidemment, j'imagine, la tournée va commencer dans les librairies, les salons. Tu nous diras, Diane, tu viendras nous donner des nouvelles, si tout se passe bien pour toi, que ce livre ait la meilleure vie possible, que tout se passe bien pour toi